François Ruffin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, député La France Insoumise, première circonscription de la Somme. Des enseignants nombreux, des directeurs d'école, des parents étaient dans la rue hier. Réunion en fin d'après-midi après ces manifestations entre Jean Castex et les syndicats d'enseignants. Des décisions ont été prises. Des masques FFP2, 5 millions seront distribués en maternelle. Des masques chirurgicaux seront distribués. Plusieurs milliers de contractuels viendront remplacer les profs absents. Les syndicats sont satisfaits en espérant que les mesures annoncées seront concrétisées. Tout le monde est satisfait. Alors, est-ce que j'avais une question parce que j'ai entendu les syndicats qui nous disaient il faut absolument fermer les écoles dès qu'il y a un cas dans une classe, fermer la classe. Est-ce qu'il faut garder les écoles ouvertes à tout prix? Moi, d'abord, je voudrais remercier l'institut de ma fille. Je voudrais remercier les enseignants. Je voudrais remercier les profs de mon fils qui continuent depuis 2 ans à faire leur boulot, malgré le confinement, malgré le Covid, malgré les protocoles, malgré les réformes et malgré les suppressions de postes. Et moi, je veux les remercier une deuxième fois parce qu'ils font la démonstration hier que quand on se bagarre, on gagne. On gagne pas tout. Et là, on gagne des masques FFP2, on gagne des postes précaires, mais au-delà de ça, je pense que ce qu'ils ont gagné hier soir, c'est un sentiment de fierté. C'est-à-dire, depuis 2 ans, ils sont méprisés. Méprisés par le ministère, méprisés par un nouveau management. Et là, du fait qu'ils sortent et qu'ils sont moins méprisés, tout à fait. Oui, d'un seul coup, il y a un sentiment de fierté qui revient. Et je pense que ça doit être une leçon, pas seulement pour le monde enseignant, mais ça doit être une leçon pour tous les Français sur qui le pays repose tout entier. C'est le président de la République qui le disait pendant le cœur du confinement. Bah oui, c'est sur les maçons, c'est sur les ouvriers de la logistique, c'est sur les caristes, c'est sur les soignants que repose notre pays. Et il faut qu'ils reçoivent de la fierté, qu'ils reçoivent de la reconnaissance, qu'on continue à leur dire merci, mais que derrière, il y ait des mesures qui soient prises sur le plan sanitaire et sur le plan des salaires. Alors, mais je vous repose la question, est-ce qu'il faut garder les écoles ouvertes à tout prix? Moi, je crois pas à un cas de Covid, on ferme les classes. Franchement, non. Mais en revanche, hier, quand j'étais dans la manifestation, les gens, ils manifestaient pas sur le plan sanitaire. C'était pas ça le sujet. Le sujet, c'est quoi? Le sujet, c'est dans mon coin, dans la Somme, il y a l'équivalent d'un collège en plus en nombre d'élèves, 600 élèves en plus pendant le mandat de Macron. Et pendant ce temps-là, on a supprimé 550 heures de profs, c'est-à-dire l'équivalent d'un collège. C'est-à-dire un collège en plus en nombre d'élèves, un collège en moins en termes d'enseignants. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, auparavant, des classes qui étaient à 20 gamins, ils se retrouvent à 25, 26. Mon gosse est en REP. Et ben voilà. Aujourd'hui, ils sont à 25, 26, 27 élèves. Alors qu'on sait qu'il y a un taux de fluence qui est, ça veut dire que les gamins, ils n'arrivent pas à lire quand ils sont à l'entrée en 6e. Et pourtant, on ne donne pas les moyens aux enseignants de faire leur travail correctement. Et quand la phrase la plus marquante que j'ai trouvée dans la manifestation hier, c'est un prof qui me dit, l'école est un hôpital comme les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'entends le discours, et vous savez que je reviens d'un hôpital Tours, là. Quand j'entends le discours des enseignants, c'est le même. C'est-à-dire le sentiment, d'abord, surtout de mal faire son travail, d'avoir des classes surchargées, tout comme on a des couloirs surchargés dans les urgences, de rajouter des tables, de pas avoir de remplacement, qu'il n'y a pas d'infirmière, que, bon, il y a un certain nombre de moyens qui sont pas pris. Et donc, vraiment, cette phrase de l'école est un hôpital comme les autres, et avec, je le redis au cœur, le sentiment de pas faire son travail comme on devrait le faire. Et je crois que c'est ça qu'il s'agit de redonner à ces Français, soignants, enseignants, mais aux autres, mais c'est le sentiment de bien faire, de pouvoir bien faire leur travail. Bien, mais je vous repose la question une troisième fois, faut-il garder les écoles ouvertes à tout prix? À tout prix, non. À tout prix, si... Parce que garder les écoles ouvertes, c'est lutter contre les inégalités, vous le savez bien. Oui, mais aujourd'hui, je vous dis, le sujet, il n'est pas sanitaire. Hier, il n'était pas sanitaire centralement. Non, il est aussi sanitaire. Non, mais tout de même. Le sujet, il est sanitaire pour les parents aussi. Pardon. Oui, mais on fait des protocoles. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur. À des auteurs comme Georges Courteline au 19e siècle qui décrivait la bureaucratisation de la société. On a l'impression là une hyper bureaucratisation avec des protocoles qui sont complètement élysés, à croire que le virus, il va avoir peur des protocoles. Mais non, c'est les gens. Blanquer est un crétin. C'est les gens qu'on pomme au milieu. En tout cas, Monsieur Blanquer, je pense qu'il sait ce qu'il fait. C'est un crétin. Je pense que Monsieur Blanquer. Je vous pose la question parce que c'est Jean-Luc Mélenchon. Je pense que malheureusement, c'est pas un crétin. Je pense que Monsieur Blanquer. Crétin utile. Je pense que Monsieur Blanquer, je sais pas en quoi il est utile, mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait quand aujourd'hui il est en train de détruire l'éducation prioritaire. Et c'est ce qui se passe dans mon coin, je vous le redis, je parle en tant que député des Français, mais député de la Somme. Mais quand on a l'équivalent d'un
collège qui est supprimé en nombre d'horaires, quand il y a un collège en plus en nombre d'élèves, ça veut dire que on assiste à une destruction, en particulier des collèges de l'éducation prioritaire. C'est-à-dire qu'on passe de 20 élèves par classe à 25, 26, 27 élèves par classe. Moi, je vous dis, je veux amener des mesures, moi. Je veux amener une proposition. Je suis favorable à des plafonnements. Un prof pour 15 élèves en maternelle, un prof pour 20 élèves au primaire, un prof pour 25 élèves au collège, un prof pour 30 élèves au lycée. Et dès qu'il y en a un de plus, on ouvre une classe. Voilà ce qui est de nature à redonner le sentiment qu'on peut faire son travail correctement, qu'on peut avoir une approche particulière des élèves quand ils ont des difficultés. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est quelle éducation on donne à mes gosses et on donne aux gosses de tout le pays. Est-ce que l'enseignant, il a le temps de venir s'intéresser à chacun ? Bien, et donner sa chance à chacun. Pour l'instant, on a des discours, mais dans les actes, je vous dis, la réalité, c'est la suppression d'un collège dans mon département pour un collège en plus en nombre d'élèves. François Ruffin, le pass vaccinal, vous avez voté contre, il revient à l'Assemblée nationale après le passage au Sénat, vous allez revoter contre, j'imagine. Tout à fait. Hein, tout à fait. Sans surprise. Alors, sans surprise, vous avez m'expliqué pourquoi vous ne voulez pas du pass vaccinal, mais surtout, ce pass vaccinal, tout de même, il sert à quoi? Il sert non pas à limiter la transmission du virus, on est bien d'accord. Il sert simplement, essentiellement, mais c'est très important, à soulager les services d'urgence dans les hôpitaux, pour ne pas priver des patients non Covid de soins ou d'opérations. Vous allez être d'accord avec moi? Monsieur Bourdin, est-ce que vous savez combien de lits Emmanuel Macron a supprimé depuis le début de son mandat? Il a supprimé 17 600 lits. J'ai eu un fact-checking parce que j'avais dit 17 300 lits, donc Libération est venu vérifier, on m'a dit 17 600. Vous savez combien Emmanuel Macron a supprimé de lits pendant l'année Covid, l'année où il a dit que la nation tout entière était reconnaissante auprès des soignants, qu'il y aurait un après pour l'hôpital, qu'il y aurait un grand plan d'investissement. Le budget de la sécurité sociale qui sort de là, c'est quoi? C'est 5 700 lits en moins, c'est moins 1 milliard d'euros et c'est 0 réanimateur en plus. J'insiste sur ce 0 réanimateur. Les médecins à l'époque, ils demandaient 67 postes de réanimateurs pour toute la France. C'est franchement pas... Et on leur en donne 0. J'avais appelé ça l'an dernier un budget de la honte, mais vous savez, il y a des moments où on parle et puis ça tombe un peu dans le vide. Moi, je le redis, ça a été un budget qui, d'une part, a diminué la digue matérielle à l'hôpital, et à cause de ça, la moindre vaguelette peut nous submerger, et ça a été un budget qui surtout a diminué, Monsieur Bourdin, diminué la digue spirituelle. C'est quoi? C'est que on leur a dit aux soignants, il y aura un après pour l'hôpital, il y aura un grand plan d'investissement. Et quand ils voient que c'est ce budget-là qui arrive derrière, qu'on vient leur reparler à nouveau de restrictions budgétaires et de plans de retour à l'équilibre, qu'on ne leur permet pas de faire leur métier, ils disent, en fait, il n'y aura pas d'après. Ça les fait fuir massivement de l'hôpital. Personne ne conteste le manque de moyens à l'hôpital, le manque de personnel. Parce que si on ferme des lits, c'est parce qu'on manque de personnel. Pas seulement. On ferme des lits aussi parce qu'on fait le choix de fermer des lits. Il y a et aussi parce que l'hospitalisation de jour a souvent pris le pas sur les nuits passées à l'hôpital. Vous le savez. Mais François Ruffin, ça n'a rien à voir avec... Mais si... Mais vous aimez. Alors, je vais à l'hôpital de Laval. J'étais à l'hôpital de Laval. Vous savez, avant-hier matin. Oui. Qu'est-ce qu'ils me disent les soignants? Ils me disent, écoutez, là, dans le couloir qui est derrière moi, on a un monsieur qui a plus de 80 ans, qui est là depuis 3 jours, sur un lit, dans le couloir, avec de la lumière dans les yeux. Il peut pas dormir le jour, il peut pas dormir la nuit. Mais et donc plus de 80 ans. Est-ce que c'est comme ça qu'on traite les gens? Et ça, cette situation-là, qu'il n'a pas de place. Non, parce qu'il n'a pas de place. Oui, mais pourquoi? Cette situation-là, si vous regardez les dates, elle est valable à Laval, à Saint-Calais, au Bailleul, à Mamers, à Vitré, avant la vague Covid. Avant la vague Covid. Que fait Monsieur Macron? Il vient transformer quelque chose de l'ordre de décision politique. Ce sont ses choix qui ont fait ça en une naturalisation en faisant que c'était comme si c'était de la faute du virus. Ça n'est pas de la faute du virus, c'est de la faute des décisions de Monsieur Macron. Qu'est-ce qu'il fait Monsieur Macron? Par ailleurs, il décide que on ne doit plus regarder les décisions qui sont prises d'en haut et qui tombent en bas sur l'hôpital, mais qu'il faudrait que les Français se déchirent entre eux, entre vaccinés et non vaccinés. Je le dis, moi, je suis favorable à la vaccination. Je pense que la vaccination permet d'éliminer les... Pourquoi est-ce que vous ne votez pas le pass vaccinal? Vous êtes favorable pour des raisons purement politiciennes. Non, pas du tout. Écoutez-moi, François Ruffin, vous avez l'habitude à l'Assemblée nationale de lire, et je trouve ça formidable d'ailleurs, des lettres de Françaises ou de Français que vous rencontrez, qui vous expliquent
expliquent leur quotidien, leurs difficultés. Bien moi je vais vous lire, je vais prendre 2 minutes de votre temps, parce que je vais vous lire ce qu'écrit Karine Lacombe. Vous connaissez Karine Lacombe, professeure en infectiologie à la Sorbonne, chef du service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. En ce jour d'hiver, sombre et rétréci comme l'espoir de sortir enfin des vagues épidémiques successives, je me suis assise à côté de lui. Appelons-le Jean, ce patient épuisé qui depuis 12 jours se bat contre le Covid-19. Les 3 premiers dans un petit hôpital de banlieue où sa mère va mourir bientôt, emportée par l'infection. Puis 5 jours de réanimation pour une oxygénothérapie à haut débit. Il a été transféré dans notre unité pour libérer un lit de soins intensifs où vont être bientôt admis des plus malades que lui. C'était une fin de matinée, un jour de visite professorale où l'on prend le temps de se poser pour comprendre. Ses yeux s'entr'ouvrent quand nous passons la porte. Docteur, s'il vous plaît, ne me parlez pas de vaccin. Je n'ai pas encore prononcé un mot et pourtant déjà, lui comme moi, savons que comprendre l'inexplicable passe par les mots que l'on doit poser sur sa décision de ne pas se vacciner et de l'avoir déconseillé à sa mère âgée. Est-ce que je vais m'en sortir ? Pourquoi ne pas vous être vacciné? Je voulais un vaccin français, mais peu importe sa nationalité s'il protège des souffrances de la maladie. Mais on n'a pas de recul sur l'ARN messager. C'est l'industrie pharmaceutique qui se fait de l'argent sur notre dos. Dans ce bourdonnement de mots difficilement prononcés par cet homme, à bout de souffle, j'entends les paroles des soignants sur le manque de moyens humains, la surcharge de travail, les vacances supprimées, les heures supplémentaires. J'entends résonner la conversation de couloir que j'ai eue ce matin sur le dilemme éthique qui s'impose à nous. Où chercher au plus profond de soi la capacité à ne pas juger alors qu'on continue de travailler infecté par le variant Omicron sans vraiment de symptômes dans un hôpital débordé par ceux qui volontairement ont choisi de ne pas se vacciner? Où trouver en soi la faculté de faire abstraction du statut vaccinal quand on doit offrir un rare lit de réanimation à un patient non vacciné avec une forme grave de Covid-19 alors qu'un autre vacciné ne pourra en bénéficier pour n'importe quelle autre maladie, car arrivé 10 minutes trop tard dans des urgences où plus aucun lit de réanimation n'est disponible. La mère de ce monsieur est décédée, lui aussi. Oui, mais monsieur Bourdin, vous faites comme si j'étais pas favorable au vaccin, alors que depuis 2 ans ou donc au moins depuis 1 an, je me bagarre pour qu'il y ait des vaccins. Quel est l'objectif du pass vaccinal? C'est d'inciter à la vaccination? Non, c'est de contraindre à la vaccination. D'accord? C'est de contraindre la vaccination en plus de manière hypocrite, en privant de vie sociale les Français qui font un autre choix. Je le redis, moi je suis favorable à la vaccination. Est-ce que vous défendez les Français qui font un autre choix? Je vous pose la question, je renverse la question. D'abord, 50% à peu près de ces Français, 40% d'après l'INSERM, ne le font pas par choix. Et moi je le dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? La France est le dernier pays européen sur les plus de 80 ans qui sont pas vaccinés. Pourquoi? Parce qu'on va pas vers eux. C'est-à-dire qu'à la place de dire il faut contraindre les gens, si vous empêchez les plus de 80 ans, on va vers eux. Vous le savez bien. La sécurité sociale. Mais c'est faux, monsieur Bourdin. Vous savez très bien. C'est tout à fait faux, monsieur Bourdin. Je suis désolé, mais c'est faux ce que vous racontez. C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, par exemple, moi, il a fallu que je me bagarre pour avoir un centre de vaccination qui s'ouvre entre Amiens et Abbeville, qui sont les 2 gros pôles de ma circonscription, pour dire il faut un centre qui soit à la campagne. Je suis favorable à ce qu'il y ait des ouvertures dans les salles municipales, les unes après les autres, et que ça soit pas que les métropoles qui aient droit au vaccin. Je suis favorable à ce qu'on ait, par exemple, les auxiliaires du vie sociale. Vous connaissez mon attachement aux auxiliaires de vie sociale, qui passent d'une personne âgée à l'autre et qui aillent suggérer que est-ce que vous êtes vacciné, est-ce que vous voulez vous faire vacciner. Tout ça n'a pas été effectué. Mais vous citez une scientifique, je vous cite là 400, 500 scientifiques. Non mais je vous cite 400, 500. 500 de Marseille, des hôpitaux de Marseille ont signé la même lettre. Alors, je vous dis, il y a un article qui est paru la semaine dernière dans le British Medical Journal qui invite les gouvernements à ne pas tout miser sur le vaccin et à dire. Il s'agit pas de tout miser. Oui, mais d'accord, mais pour l'instant on mise tout sur le vaccin. À dire il faut des masques FFP2 pour tout le monde. Quand vous pensez que ça fait 2 ans qu'on est là-dedans et que c'est seulement maintenant qu'on va proposer aux enseignants d'abord des masques chirurgicaux et ensuite peut-être des masques FFP2. Non, pas peut-être. Ensuite, aux enseignants de maternelle des masques FFP2. On verra, j'espère. Ensuite, alors qu'aujourd'hui on est en rupture de stock parce qu'il n'y a eu pas de politique sur le masque. Deuxième point, les filtrateurs et les aérateurs. La France investit 30 centimes d'euros sur les filtrateurs et les aérateurs. Alors que c'est 30 fois plus en Allemagne, alors que c'est 70 fois plus en Irlande, par exemple.
Donc ça, c'est un choix qui n'est pas fait. La levée des brevets, elle est toujours pas, elle était votée à l'Assemblée nationale. Mais rien à voir avec le pass vaccinal. Mais si, bien sûr. C'est comment on amène. C'est pas parce que on peut à la fois vacciner, inciter à la vaccination et fournir des masques FFP2. Non, monsieur, je pense qu'on serait Monsieur Bourdin, si on veut la vaccination obligatoire, qu'on le dise, mais qu'on le fasse pas par des entourloupes. Vous êtes contre ou pour? Je n'y suis pas favorable. Je vous redis que dans ce pays, je pense qu'on peut convaincre plutôt que contraindre. J'en suis convaincu. Et que je le dis, là, il y a une vraie stratégie du gouvernement qui est de dire quoi? C'est ce que vient de dire Emmanuel Macron. Est-ce qu'il n'y a pas une stratégie politicienne de la part de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise? Non, pas du tout. Monsieur Bourdin, croyez à mes convictions, au moins. Croyez à mes convictions. Et mes convictions, elles sont lesquelles? Elles sont simplement qu'il y a un truc qui s'appelle la liberté dans ce pays. Il y a la liberté. Quand je vois des articles de presse qui nous disent aujourd'hui, les plus de 65 ans qui n'ont pas reçu leur troisième dose seront quoi? Seront quoi? Ils seront privés de vie sociale. C'est ça qui est en train de se passer. Parce que le pass sanitaire va plus pouvoir passer privés de vie sociale parce qu'ils ont fait le choix de ne pas être vaccinés. Mais oui, mais Bon, je voudrais qu'on passe à autre chose, François Ruffin, parce que le temps presse. La baguette de pain chez Leclerc à 29 centimes d'euros, ça vous choque? Moi, je veux dire d'abord quelque chose sur la baguette de pain. Est-ce qu'elle a le même goût quand elle est prise chez les boulangers que quand elle est dans un hypermarché? Non. Est-ce qu'elle croustille de la même manière? Est-ce que la mie est pareille? Et de la même manière que je veux pas qu'on s'habitue à une santé dégradée, je veux pas qu'on s'habitue à une école dégradée, je voudrais pas qu'on s'habitue à un goût dégradé. Et qui fasse qu'on considère que le beau et le bon, ceux qui ont le porte-monnaie qui va avec, ça va, et ceux qui l'ont pas, ils se concentreront dans manger de la viande. Vous avez vu la petite polémique autour de Fabien Roussel? J'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ça? Non, parce qu'il a dit qu'il mangeait de la viande, qu'il aimait beaucoup. Je suis pas le champion des polémiques, mais donc voilà, je vous dis simplement que je veux que le beau, le bon ne soit pas réservé aux gens qui en ont les moyens. Par ailleurs, puisqu'on est sur Michel-Édouard Leclerc, moi qui ai beaucoup travaillé sur les états généraux de l'alimentation pour relever les prix dans le domaine agricole, à l'époque, Michel-Édouard Leclerc disait on a bien un salaire minimum, pourquoi pas un prix minimum du lait, de la viande, des denrées agricoles? Et je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. Il faut fixer un prix minimum sur les denrées agricoles et qui fait qu'on ait la garantie que les agriculteurs soient correctement rémunérés, ce qu'on n'a toujours pas fait. Donc, mais en revanche, j'avais une proposition sur les prix. Enfin, c'est pas vous, c'est la France Insoumise, bloquer les prix. Mais je voudrais vous demander dans quel pays au monde on bloque les prix? D'abord, c'est déjà arrivé, par exemple, si vous prenez le pain, jusque très tardivement. Pendant la Révolution, non, ça n'a pas bien réussi. Jusque dans les années 90. Là, on avait un prix du pain qui était encadré. Donc on peut très bien avoir des encadrements. Par ailleurs, si on parle de sérieusement... Dans quel pays au monde est-ce qu'on bloque les prix? Ça arrive. Dans quelle économie du monde? Ça arrive. Sur les prix des matériaux, ça vient d'être décidé. Ça n'arrive plus depuis bien longtemps. Dans l'Union européenne. Mais aujourd'hui, la question centrale pour le pouvoir d'achat, c'est la question du logement. C'est là-dessus, parce que si vous regardez les dépenses d'alimentation... On va pas bloquer les prix du logement. Si, moi je suis favorable. 1948 Non. La loi de 48 ça n'a pas été une si mauvaise loi. Vous savez ce qui s'est fait en 1948. Marché noir? Non, ça n'a pas été une si mauvaise loi. Mais par ailleurs, il pourrait très bien avoir un encadrement des prix du logement. Pénurie de logement, marché noir. Voilà les conséquences. Oui, je suis favorable à un encadrement des prix du logement. On a une hausse, et ça se voit. Et c'est les plus modestes qui laissent la moitié de leurs revenus, parfois, dans les prix du logement. Entre un tiers et la moitié de leurs revenus. Donc il y a un vrai souci sur les prix du logement. Oui, il faut les encadrer. On a une explosion des loyers et on a une explosion de... Voilà. Donc ça, je pense que si jamais on veut agir fortement et agir sur le pouvoir d'achat ou le niveau de vie des Français, ça passe centralement. Alors là où l'aberration est la plus incroyable, Monsieur Bourdin, c'est que figurez-vous que ce logement n'est pas compris dans la mesure de l'inflation. C'est ce qui augmente le plus. C'est ce qui pèse jusqu'à la moitié du budget des Français les plus modestes. Et pourtant, ça n'est pas compté dans le tarif de l'inflation. Sujet majeur, le logement, dont on parle peu dans la présidentielle d'ailleurs. C'est pour ça que je l'amène. Même Jean-Luc Mélenchon n'en parle pas souvent. C'est pour ça que je l'amène. C'est pour ça que je l'amène. Je l'amène parce que les mesures de restriction budgétaire ont été prises par Emmanuel Macron, notamment sur le logement, pour faire qu'il y ait moins de logements sociaux qui soient construits. Et moi, je le regrette, pour qu'il y ait moins de logements sociaux qui soient rénovés. C'est-à-dire qu'on a grévé le budget
des offices HLM et pour qu'on coupe dans les APL. Alors, et justement... Ça a eu un effet sur les Français les plus modestes qui a été un effet massif. Justement, Éric Zemmour veut supprimer la loi SRU et diminuer le nombre de logements sociaux. Vous avez peut-être entendu ça. Et moi, à propos de Zemmour, de Marine Le Pen, de Pécresse, de Valérie Pécresse... Ça faisait un peu trop longtemps qu'on en avait parlé, de M. Zemmour. Donc non, mais simplement... Non, mais là, je mets Éric Zemmour, Valérie Pécresse et Marine Le Pen qui font la même proposition, qui veulent supprimer certaines aides sociales aux étrangers en situation régulière, qui travaillent, paient des cotisations et des impôts. Que leur répondez-vous ? Je leur réponds que c'est pas ma vision de la société, mais comme je vous l'ai dit, au fond, vous n'avez pas voulu m'entendre, mais je vais vous le redire, non, sur les non-vaccinés. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé en 12 mois de crise sanitaire? En 12 mois de crise sanitaire, les milliardaires français se sont enrichis de combien? Est-ce que vous le savez, monsieur Bourguin? Plus 68%. C'est un chiffre qui devrait être répété tous les matins. Le patrimoine des milliardaires français a augmenté de 68% en un an. Ça représente 300 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il faut imaginer le PIB de ma région, les Hauts-de-France, même si je suis picard et je reconnais toujours pas les Hauts-de-France, mais plus le PIB de la région Grand Est, tout ça accumulé, c'est l'augmentation de la fortune des milliardaires français en 12 mois de crise sanitaire, pendant tout le reste du pays s'est serré la ceinture et pendant qu'on a dépensé coûte que coûte au niveau de l'État. Et là-dessus, il n'y a pas eu la moindre impôt sur ces milliardaires, il n'y a pas eu d'impôt sur les profiteurs de crise, il n'y a pas eu la moindre réflexion sur comment on fait pour qu'il y ait un peu plus d'égalité dans le pays. Et maintenant, ce qu'on voudrait nous faire croire, pendant ce temps-là, c'est qu'il faudrait qu'on se déchire entre gens normaux ou entre pauvres, qu'on regarde qui a ses papiers qui sont en ordre, pas en ordre, qui a la bonne couleur de peau, qui a le bon passe vaccinal et pas le bon statut vaccinal ou pas. Non, moi c'est pas ma vision. Moi je demande à la place de se déchirer en bas, qu'on regarde les décisions qui sont prises par en haut et qu'on se dise mais bon sang, ces 300 milliards d'euros là, qu'est-ce qu'on aurait pu en faire? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour l'éducation? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour le logement? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour les soignants? Qu'est-ce qu'on pourrait en faire pour les enseignants? Merci François Ruffin d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV. Il est 8h50.